BFM Business, midi, l'heure H, l'invité. Audrey Maubert. Avec nous dans l'heure H dès à présent, Éric Delannoy, président fondateur de Tenzing Conseil. Merci d'être avec nous. Bonjour. Bonjour. Les banques françaises, on a le panel des publications. Elles ont massivement provisionné pour faire face aux faillites et impayés. C'est le poids du coût du risque qu'on a bien évidemment vu dans leurs résultats, avec des niveaux d'exposition divers selon les banques. C'est ce qui a fait peut-être ces différences d'arbitrage. C'est exactement cela, c'est-à-dire qu'on peut analyser ces résultats de banque de trois manières. La première, c'est qu'effectivement il y a un provisionnement pour compenser des pertes futures. Ces pertes futures, c'est la hausse du chômage qui va générer des problématiques de revenus chez les particuliers et donc des incapacités à rembourser les crédits. C'est également des faillites d'entreprises qui vont faire en sorte que malheureusement des crédits d'entreprise ne puissent plus être remboursés, et donc les banques sont en train d'anticiper pour la banque de détail ce phénomène malheureusement de crise économique qui est en train de s'installer. Et pour la banque de marché, je pense que la deuxième analyse, c'est bien celle-là, c'est des résultats très contrastés sur la banque d'investissement et les banques de marché, selon l'exposition des différentes banques à ces marchés. Prenons un exemple très concret, BNP Paribas, qui est à peu près sur tous les marchés, mais qui n'a pas, contrairement à la Société Générale, fait de l'activité de dérivés actions son activité majeure, s'en sort beaucoup mieux que la Société Générale qui perd de l'argent sur ses activités de marché. Donc on voit bien qu'il y a un provisionnement pour les risques sur la banque de détail, une problématique de risque et d'atonie des marchés sur la banque d'investissement qui fait qu'on a des résultats contrastés entre les différentes banques. D'une manière générale, quand même, on peut s'apercevoir que les banques s'en sortent vraiment très bien. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la valorisation boursière des banques sanctionne de manière totalement, on va dire, pas arbitraire, mais cette sanction des marchés que l'on constate, même s'il y a des petits rebonds en ce moment, ne reflète absolument pas la santé financière des banques aujourd'hui. Finalement, c'est ça. On a souvent accusé, on a mis en lumière la fragilité des banques françaises, surtout en comparaison peut-être avec les banques américaines. Elles sont quand même beaucoup moins fragiles qu'elles ne l'étaient à l'issue de la crise de 2008, et donc ces sanctions sont décorrélées de la réalité vis-à-vis des marchés. Oui, alors déjà en 2008, moi j'avais fait une analyse un peu contraire. J'avais déjà dit à l'époque que les banques avaient été extrêmement résilientes. Ce sont les premières à avoir remboursé les aides de l'État suite à la crise de 2008. La crise d'aujourd'hui, de la même manière, montre qu'elles sont extrêmement résilientes. De manière différente certes, mais d'abord, premièrement, les banques françaises sont très très bien capitalisées et mieux capitalisées encore qu'elles ne l'étaient en 2008. On est très au-delà des nécessités réglementaires sur les ratios de fonds propres qui sont nécessaires. La deuxième chose, c'est que on a quand même des activités de banque de détail qui se portent bien en France, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, même s'il y a une concurrence accrue ce qu'on appelle les néobanques, les banques directes qui offrent des expériences clients un peu particulières, ça reste finalement un marché relativement marginal au regard du service de banque de détail que peuvent offrir les banques. Ça n'empêche que il reste des défis importants pour l'ensemble des banques européennes qui font que les investisseurs n'ont pas tellement confiance. Ces défis importants, c'est d'abord des réseaux bancaires qui sont pléthoriques, et si on réduit les réseaux bancaires, on va vers un conflit social, donc on fait en sorte de réduire, on va dire, assez faiblement ces réseaux, ce qui ne va pas vers la digitalisation des banques qui s'avère nécessaire néanmoins. L'autre enjeu majeur, c'est de réussir à fonctionner durablement avec des taux bas, qui fait qu'on a aujourd'hui des revenus qui sont en baisse sur toute la gestion de taux. Et ça, c'est un vrai sujet. Un exemple très concret, si vous avez des taux bas, les crédits aux particuliers que vous faites aux entreprises sont des crédits dans lesquels les marges sont extrêmement faibles, et donc vous ne pouvez pas gagner d'argent sur ce qu'on appelle la marge de crédit. Donc ces aspects structurels perdurent, les exigences réglementaires perdurent, la concurrence perdure. Donc on est sur une fin structurelle des rentes de situation des banques qui font que les investisseurs n'ont toujours pas confiance, même si l'inertie et la nécessité des banques pour l'économie, parce que les banques sont nécessaires pour le fonctionnement économique, font que, mine de rien, elles restent avec des activités qui font qu'elles restent avec des santé insolentes. Enfin, quand je parle d'insolent, on est sur BNP Paribas, par exemple, qui dégage en un trimestre 2 milliards d'euros de bénéfices, ce qui est quand même extrêmement important. La très bonne nouvelle dans cette histoire-là, c'est qu'on a des banques qui sont aujourd'hui prêtes
en fonds propres et en termes d'activité pour accompagner la reprise. Et ça, alors que les indices de l'INSEE montrent que peut-être que la crise ne sera pas aussi importante que prévu, c'est quand même une bonne nouvelle pour l'économie, c'est qu'il y a des banques françaises qui sont prêtes pour soutenir le redémarrage de l'activité économique. Surtout que la BCE notamment appelle à être prudente en qualifiant la reprise. Et je voudrais qu'on revienne justement sur la question de la BCE, outre le contexte qui était déjà engagé, les taux bas, etc. Il y a cette question aussi, est-ce que ça n'a pas plombé aussi les valeurs bancaires sur les marchés? La BCE a demandé fin juillet aux banques de ne pas verser de dividendes jusqu'en janvier 2021, ni de racheter d'actions propres. Une consigne qui a été réitérée donc, qui sera réévaluée pour le 4e trimestre. Est-ce que là aussi, ça n'a pas contribué à ces valeurs bancaires un peu plombées? Oui, alors effectivement, le fait que les banques décident de limiter les dividendes, en tout cas sous l'injonction de la BCE, fait que les investisseurs probablement se détournent. Vous savez, si vous devez investir et que vous avez en face de vous une activité dont, je viens de l'évoquer, il y a des défis structurels très importants et que par ailleurs, il n'y a pas une rémunération du capital qui est très forte puisqu'on empêche de verser des dividendes, pourquoi j'irai investir dans la banque? Donc l'accès au capital pour les banques, effectivement, est de plus en plus difficile et du coup, les valeurs bancaires dévissent. Néanmoins, moi, je suis un peu sceptique sur ce pompier pyromane qu'on évoque par rapport à la BCE. Il faut quand même bien voir que la BCE vient d'apporter un soutien massif aux banques. Quand la BCE décide de faire une opération de refinancement à moins 1%, en déversant 1300 milliards d'euros... On arrose les liquidités. Eh oui, on arrose les liquidités, c'est même plus que ça. Non seulement on arrose les liquidités, ce qui a déjà été fait par 3 fois par le passé, mais en plus on rémunère les banques par rapport à ces liquidités. D'habitude, quand une banque va prendre de la liquidité, ça lui coûte de l'argent. Et elle rémunère celui qui lui prête la liquidité. Là, pour la première fois, non, la deuxième fois de l'histoire, quand la BCE prête de la liquidité, elle dit aux banques, non seulement je vous prête des liquidités à profusion, mais en plus je vous rémunère à un taux qui est énorme puisqu'on atteint 1%. En fonction de l'utilisation que vous en ferez, certes, mais je vous rémunère pour faire en sorte d'utiliser correctement ces liquidités vers l'économie réelle. Ça veut dire que la BCE, quand même, soutient l'activité bancaire. Alors, on voit bien, sur 1300 milliards d'euros, je vais donner 1% de rémunération aux banques, ce qui est considérable. Ce qui va faire des revenus supplémentaires pour les banques et va leur permettre, en fait, de pouvoir non seulement abreuver l'économie de crédit, mais se rémunérer par la BCE et se rémunérer par les clients. Et c'est un double jackpot. Je vais vous prendre un exemple très concret. Aujourd'hui, les banques vont utiliser cet argent pour lesquels elles sont rémunérées par la BCE pour acheter des obligations d'État et donc aider les États à s'endetter, pour lesquels elles seront également rémunérées. Donc elles font un double jackpot sur les marchés, en achetant des obligations pour lesquelles elles sont rémunérées par les États et en étant rémunérées par la BCE. Donc on voit bien quand même qu'à ce titre-là, la BCE leur permet d'avoir des instruments qui vont les permettre d'accompagner la reprise de l'activité économique et leur permettre d'avoir des sources de revenus complémentaires quand la hiérarchie des taux, ce qu'on appelait la hiérarchie des taux, ne joue plus aujourd'hui et ne permet plus d'avoir une activité de gestion d'actifs qui soit extrêmement rémunératrice. Les banques françaises, donc, potentiel outil, bien évidemment, de la reprise. Merci Éric Delannoy, président fondateur de Tenzin Conseil. Merci d'avoir été avec nous en direct dans l'Orage.